Bonjour à tous, je suis Thomas Spitz et je suis ravi de vous accueillir à table, le podcast où on savoure le parcours d'invités inspirants autour d'un bon repas. Sans plus tarder, passons à table. Hello Dorian. Hello, ça va? Ça va et toi? En grande forme. Je suis trop content de te recevoir à table, déjà parce que tu as un parcours entrepreneurial de fou. Tu as créé une première boîte juste après tes études que tu as vendue super bien. Tu t'es reparti sur une nouvelle aventure entrepreneuriale, donc tu vas nous raconter tout ça. Merci beaucoup. Et je suis surtout très content de te recevoir parce qu'en préparant l'épisode, du coup, j'ai vu que t'es un petit mec du pays, quoi, un mec de l'Est. Exactement, ouais, je suis incroyable. ouais. En fait, je trouve ça marrant qu'on se retrouve, tu vois, des années après sur Paris, toi qui as une carrière de fou, donc comme quoi, from far back, now we here, quoi. Mais j'ai ramé. Hein. Ouais, j'ai ramé. Tu vas nous raconter. Je vais vous raconter ça. Justement, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Dorian, originaire de la frontière allemande, donc de Forbach. Je suis né à Bérennes-les-Forbach, donc c'est encore un petit village à côté de Forbach. Je vois vraiment le village. Ouais, tu connais le village. Donc pareil, c'est pas incroyable comme Forbach, comme Jeuve, comme Longwy, c'est pas les villes les plus belles. Et donc j'ai pas mal voyagé pour les études. J'ai fait 2 ans à Nancy, en DUTTC. J'ai fait mon bachelor en Lituanie, donc je suis parti pendant 1 an en Lituanie. Après, je suis parti à Poitiers, à l'IA de Poitiers. J'ai fait un master en intelligence économique. Ouais. Je suis parti à La Rochelle. J'ai fait un double master 2, un MBA en école de commerce à Subdeco, maintenant ça s'appelle Excelia. Ah ouais, t'as fait Subdeco avant de faire ESCP, parce qu'après tu termines l'ESCP. Exactement. Et après, j'ai terminé à l'ESCP pour ma 6e année d'études. Ouais, mais là, t'as 10 ans d'études, là. Ah, j'ai fait 6 ans. J'ai fait 6 ans. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, je me suis arrêté, je me suis dit, ça suffit. Ouais. Sachant que j'avais fait déjà mes premières expériences auparavant. T'avais déjà des expériences d'entrepreneuriat pendant tes études? Exactement. J'avais fait pas mal de choses. J'avais commercialisé une ceinture de pantalon qui reste à 2200 kilos. J'ai commercialisé des bâtons de marche qui se transforment en arc. Si je dis pas de bêtises, t'as entrepris alors que t'avais un prêt étudiant. Moi, ce que je voulais savoir, c'est 25 000 euros. Hein. Ouais, tu vois, je connais le sujet. Moi, j'en avais un à 35. Voilà. Et en fait, justement, tu vois, moi, mon prêt étudiant, il a fait que j'ai pas entrepris. Et justement, quand j'ai vu ton histoire, je me suis dit, en fait, Tom, tu t'es trouvé des excuses. Parce que regarde, Dorian, il avait son prêt, il a entrepris. Donc, comment on entreprend quand on a un prêt étudiant sur le dos? Moi, je pars du principe que quand t'es étudiant, c'est là où tu peux prendre un maximum de risques. La chance que j'avais, c'est que mes boîtes continuaient de tourner. Et donc, je faisais déjà du chiffre d'affaires. Donc, j'avais également de l'argent. Mes parents, ils m'ont soutenu aussi. Donc, là, ils m'ont aidé. Et donc, ça m'a permis de me lancer. Et après, la chance que j'ai eue aussi, c'est que comme j'ai été licencié économique, donc j'avais cumulé aussi du chômage. Et donc, le jour où je me suis lancé, où j'ai arrêté l'école, oui, t'avais déjà un peu de chômage. J'avais 6 mois de chômage. Et donc, j'ai pu cumuler mes 6 mois de chômage. Après les 6 mois de chômage, Ivancy, on va en parler après, mais a fait du chiffre d'affaires. Donc, j'ai pu me rémunérer grâce à Ivancy sur un statut de freelance. Et une fois que la boîte s'est développée, j'ai pu me verser un vrai salaire en tant que mandataire social. 6 mois, c'est déjà une belle victoire. Parce que moi, là, je vois le temps défiler. 6 mois, ça passe très vite. Ouais, ça passe très vite. Ouais. En plus, toi, tu es sur un business de SaaS. Donc, le SaaS, c'est du logiciel. Donc, tu as du temps de création, du temps de production pour que le logiciel soit prêt. Comment tu fais pour réussir à dégager du revenu dès le 6e mois? Alors, pour la suite, j'étais à La Rochelle, j'avais les boîtes qui tournaient, je suis rentré à l'ESCP. À l'ESCP, j'ai fait le Master SP entrepreneurial. Et dans ce moment-là, il fallait lancer une boîte. Une des idées que j'ai eues, c'était sur des influenceurs. Et donc là, je parle de mon projet. J'ai réussi à prendre avec moi Sylvain. Et Sylvain me rejoint et tous les deux, on cofonde Ivancy. Donc une boîte d'influence marketing. Et dans cette boîte d'influence marketing, on pouvait faire du chiffre d'affaires from day one parce qu'en fait, on n'avait pas forcément besoin d'avoir une plateforme, on pouvait facturer en agence. Et donc, les 30 000 premiers euros que j'ai fait, ça a commencé en 2016 quand j'étais étudiant. C'était via un fichier Excel, on avait des influenceurs et on facturait en modèle d'agence. Mais c'est comme ça qu'on a réussi à faire. Les produits, tu te rémunérais là-dessus. Exactement, le temps que ça se développe, on a pu déjà commencer à facturer et se rétro-commissionner un peu. Comment tu trouves les noms de tes boîtes? Parce que c'est toujours des noms qui sonnent bien. Tu vois là, t'as Zelic, qui n'ont pas forcément de meaning. Comment tu cherches les noms de tes boîtes? Alors, Ivancy, à la base, on a mis du temps à trouver le nom. On s'est dit, ok, il faut un côté communautaire. Il faut qu'on comprenne le côté aussi plateforme. Il faut qu'on comprenne le côté agence. Il faut que ça fasse aussi américain. Mais que ça se prononce bien. Bon, finalement, Ivancy, ça se prononçait pas bien parce que les gens ils disaient Givenchy, Ivancy. Franchement, là-dessus, ça va, je trouve ça sonne bien.
Ouais, mais personne ne le prononçait correctement. Oui, ouais, c'est la première chose que je t'ai posée aussi. Voilà, on avait même fait des rébus, c'était catastrophique. Même les gens en interne ne savaient pas dire le nom. Je viens de te dire, c'était c'était complexe. Et on s'est dit, bon, Hive pour la ruche, un essaim d'abeilles, ANSI pour agency, et donc l'agence des abeilles. Les abeilles représentent nos influenceurs et quand on publie, on fait du buzz, on fait bzzz. Ouais. Un vrai storytelling autour du nom. Et finalement, on en a parlé dans la promo. Et ils nous ont dit, bah les gars, nous c'est parfait. Ouais. Ça sonne bien, c'est génial. Le nom de domaine était libre, le nom de marque, tout était libre. Et on s'est dit, allez go. Et donc on est passé sur Ivancy. Et pour Zelic c'est différent. Donc je cherchais dans ma chambre seul le nom de la boîte à monter. Et je me dis, moi je veux faire en sorte que les sales deviennent des héros. Et donc je me dis, bah Get Heroes, obtiens ton héros. Donc on part sur Get Heroes. Donc voilà, je prends le nom de domaine, voilà, je prends toutes les informations. Et au bout de quelques mois, je commence à recruter mes premiers salariés, à structurer la boîte. Et ma head of marketing, elle me dit, écoute Dorian, Get Heroes, ça va pas. Je dis, bah, les gens aiment bien, on est des héros en interne, chacun a son nom de super-héros. Ça fait mal ça, non, quand ta head of marketing, elle vient remettre en question le nom que t'as trouvé. Non, moi je m'en foutais un peu. Non, parce que je lui dis, ok, bah, propose-moi quelque chose de mieux, on en discute. Je suis pas fermé, parce qu'on est en début de l'aventure, et s'il faut changer, c'est maintenant. Après, c'est trop compliqué. On avait 3 mois de boîte. Et donc, on cherche avec ChatGPT, on regarde en interne, on propose des noms. Et là, on part sur Zelic. Pourquoi Zelic? Parce que le The de Zénith, la chose lointaine que tu vas regarder. Le IQ de IQ, d'intelligence, parce qu'on est sur une partie intelligence des commerciaux, de la data. Zelic pour sell, la vente, donc selling. Et en fait, c'est un prénom qui a été donné en Argentine une seule fois depuis 1980. Et on s'est dit, il n'y a pas de définition de ce prénom-là. Donc en fait, on va s'appeler Zelic. Et c'est facile à prononcer, c'est pas pris, ça fait américain, ça fait international. On y va. On va créer le prénom, la définition de ce prénom Zelic. Et donc on allait sur Zelic. C'est marrant parce que ça sonne hyper bien. Et en fait derrière t'as quand même toute une histoire qui est d'ailleurs assez spécifique quoi. Donc faut le savoir, mais ok, trop bien. Et pour revenir sur le SaaS, donc tu m'as expliqué que en gros ton business il commençait sans avoir besoin de SaaS. Et je pense que ça c'est un peu chez Excel. C'est un peu la clé pour commencer. Mais quand tu veux faire un SaaS, toi tu as un profil plutôt business. Je crois que ton associé il avait aussi un profil un peu comme le tien. Même que moi. Donc, business, on n'était pas dev. Comment tu fais pour monter une plateforme où en fait tu as quand même besoin d'avoir au moins une personne référente, je sais pas, City ou autre. Comment tu mets tout ça en place alors que toi tu as un profil qui n'est pas forcément issu de ça quoi. C'est dur. C'est dur parce que les débuts. Qu'est-ce qui est dur? C'est dur de créer ta propre plateforme quand t'as pas le réseau, en tout cas des devs, quand on connaît pas ou quand toi-même t'as pas la connaissance pour le faire. La première des choses, tu peux bootstrap avec un site internet et tout ce que tu peux faire manuellement pour vendre un service, fais-le et après t'essaies de l'automatiser. Donc nous, on vendait un SaaS, parce que je vendais un SaaS, mais en fait un SaaS où personne n'avait accès. Donc c'était une boîte noire où nous on disait que c'était un SaaS où seulement nous avions accès, mais il n'y avait pas de SaaS. En fait, toi, tu leur vendais ton logiciel qui te permettait de sélectionner les bons influenceurs. Mais en fait, c'était pas ouvert et toi, tu faisais ça en passant tes coups de fil, ton fichier. Exactement, c'est ça. Moi, je leur disais, écoutez, j'ai un SaaS qui est incroyable, je vais vous trouver les top influenceurs avec lesquels travailler. Vous allez faire vos collaborations. Par contre, c'est encore mieux qu'un SaaS parce que vous faites rien. Tout est automatique, mais je vous les envoie. Et donc, on a commencé à faire ça. Le fake it until you make it parfait, quoi. Ouais, exactement. Mais par contre, il fallait qu'on ait de la qualité sur les influenceurs qu'on leur proposait. Et donc, finalement, on devait pas se rater. Parce que sinon, on perdait en qualité et c'était pas possible. Donc, en fait, je fakais sur la notion de SaaS. Par contre, après, ils pouvaient regarder les résultats assez facilement. Ça, c'est une notion, tu vois, qui est hyper importante pour moi, que j'ai pu voir dans d'autres boîtes. Je trouve que ça, c'est un peu la formule magique. Si comme t'as dit, tu fakes sur le comment, parce qu'en fait, ça te regarde. Et par contre, sur le quoi, là, tu délivres un truc de ouf. Et après, tu vas dire, comment on a fait? En fait, vous vous rendez pas compte, c'est un truc de ouf, etc. Et ça marche super bien parce que on te juge à la fin sur ce que t'as livré, quoi. C'est exactement ce que j'ai fait. Ah, trop bien. Et donc, ce qu'on a fait, fichier Excel, on vendait des campagnes à 500 € de 15 influenceurs. On a fait de la campagne en 2016. 30 000 € de chiffre d'affaires. Et 2017, quand on n'est plus étudiant, et là, on commence à se mettre full-time dans le projet, on a eu notre SaaS en bêta qui est vraiment sorti. On a mis des comptes dessus. Et là, j'ai signé un super beau deal avec une marque cosmétique. C'était 8 000 € d'MRR par mois. De MRR, de Monthly Recurring Revenue. Et c'est ce qui nous a permis de faire notre traction.
8 000 € par mois quand on sortait d'études de MRF. Ouais. C'était incroyable. Mais comment tu te sens quand tu es jeune travailleur, tu sors d'études et en fait ça roule? T'es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Écoute, moi, je suis jamais satisfait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai beau avoir des bonnes nouvelles, je vais les fêter, mais je veux toujours faire plus, je veux toujours faire mieux. Donc on avait des bonnes nouvelles, on signait, on gagnait des clients, mais ça me suffisait pas. Et donc en fait, l'état d'esprit que j'avais, c'est ok, c'est bien, comment on fait mieux? Ok, c'est bien, mais quelles sont les marges de progression qu'on a? Comment on optimise? Comment on va beaucoup plus rapidement sur la partie tech qui nous manquait? Et donc là, c'est le plus gros pain que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur. En tout cas, à l'époque, chez Ivancy, c'était la tech. C'est comment je scale la partie tech, parce que j'ai jamais fait ça. Donc, comprendre, c'était très compliqué. Tu vois, la partie data, parce qu'on devait faire un matching avec des influenceurs. Mais c'est quoi un matching? C'est quoi les algos? C'est quoi la partie tech? C'est quoi les langages à utiliser? Pourquoi? Comment recruter le bon CTO? Et tu avais énormément de sujets qui étaient une vraie problématique pour nous en sortie d'école business. T'as encore anticipé ma question, décidément, mais c'est hyper intéressant. Ouais, justement, comment tu fais pour à ce moment-là, derrière, scale? Parce qu'en gros, si tu as 8000 DMRR au bout d'un an, tu sais que tu vas pas pouvoir fake encore 6 ans. Va falloir que tu délivres un truc, une plateforme à un moment donné qui fonctionne. Fois, Donc, comment tu fais pour scale? On aurait pu faire une agence. Ouais. On aurait pu faire une agence qui tourne très bien. Il y a des très très belles agences qui existent sur le marché. Bien sûr. Voilà. Ce qu'on a fait, on a trouvé un stagiaire de 42. Ouais. Voilà. Et via une connaissance qu'on avait, en fait, on était dans un incubateur. Dans l'incubateur dans lequel on était, c'était un collègue d'école à qui on a demandé, on lui a dit écoute, tu connais pas un CTO? Il nous a dit écoute, je vais demander à mon CTO s'il en connaît un. Ouais. Son CTO nous a présenté un CTO, un dev de 42. On a discuté avec, on a fait venir en stage. Ouais. On l'a appelé CTO, mais c'était un stagiaire qui venait de débuter. Juste être 42, tu peux une définir école, ce que c'est. C'est une école informatique qui est à Paris. Et il y a des très bons profils techniques. Et donc pour le recruter, on l'a fait valider par un CTO d'un ancien de l'école de l'ESCP qui nous a dit techniquement parlant, il est bon, vous pouvez le prendre. On l'a recruté, on l'a pris en stage de 6 mois. Et ensuite, on l'a passé en freelance. Et s'il restait dans la boîte, il faut avoir accès à des parts. C'est comme ça qu'on a lancé le projet avec un autre stagiaire qu'on avait pris qui l'aidait dans le développement informatique. Et on a réussi à construire cette bêta au bout de 7 mois. Okay. Et après, à ce moment-là, on a eu un produit qu'on a dû améliorer. On faisait du chiffre d'affaires, on a recruté plus de stagiaires. C'était que des stagiaires au début pour développer ce produit-là. Et on a fait beaucoup d'erreurs d'un point de vue architecture, d'un point de vue développement technique. Le langage, je suis pas sûr qu'on ait choisi les bons langages aussi sur le développement. Mais on a commencé, ça nous a permis d'avoir les premiers clients. Ok. Et après, quand vous êtes structuré, vous avez fait appel, vous avez continué avec la même équipe ou derrière, tu as recruté des profils un peu plus seniors? Non, j'ai changé plusieurs fois de CTO. Après, j'avais des profils un peu plus seniors, mais plus seniors, c'est des 3 ans d'XP parce que j'avais pas forcément le budget pour recruter des profils. Donc, on essaie de staffer avec des personnes un peu plus expérimentées. Ouais. Mais c'était pas facile déjà pour recruter des devs, c'est compliqué. Ouais. Quand tu passes par des agences, elles peuvent te présenter des très bons devs, des très bonnes agences. Ça coûte cher. Tu vas payer entre 18 et 28% du salaire brut annuel du développeur. Donc il faut avoir du budget. Voilà, c'est pas facile. On va pouvoir déguster tout ça. Ouais, et bon appétit. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien que tu nous racontes comment on fait pour scale une boîte qui est en fait une sorte de projet d'étudiant de fin d'études. Et si je peux un peu redéfinir la question, est-ce que vous avez fait des grosses erreurs dans le scale? Ouais. Alors, la première chose la plus importante, c'est l'association. Tu trouves ton bon associé. C'est comme un mariage, encore plus complexe. Je suis obligé de te poser cette question parce que avec Pierre, c'est notre question favorite. L'association, c'est un mariage ou c'est une équipe de sport? Je pense que c'est les deux. Parce que tu dois tenir dans la durée. Sentimentalement parlant, tu dois bien comprendre la personne. Tu vas pouvoir l'aider quand elle en a besoin. Plus tu crées du lien avec cette personne, plus c'est facile de collaborer dans le temps. Donc tu dois care pour la personne avec laquelle tu travailles. C'est les deux. Pour moi, c'est les deux. Une équipe de sport parce que tu dois te remettre en question, tu dois t'améliorer. Ce côté performance qui est forcément là. Le côté performance qui est forcément là. Et s'il n'y a pas une performance à un moment, tu vas te poser des questions de changement de poste au sein de la boîte. Et moi, c'est les deux, mais c'est la chose la plus importante pour moi. En fait, le facteur succès d'une boîte commence par l'association, ou en tout cas la personne qui monte son projet. Ouais. Et après, t'as l'idée, après t'as l'exécution. Toi, t'estimes que c'est un truc que vous avez réussi, ça, qui a bien marché? Ouais, moi je suis super content.
Voilà. Ouais, et puis en plus, c'est pas un coup de chance, mais je veux dire, c'est quand même beau, c'est quand même un peu fou. Copain d'école, bam, ça se passe bien et c'est la belle histoire, c'est l'histoire parfaite de l'entrepreneuriat, quoi. C'est joli. Ouais, il faut bien trouver le match. C'est quoi tes ambitions? Quel type de projet tu as envie de faire? Combien de temps tu peux accepter de ne pas te payer? Ouais. C'est quoi ta vision de l'entrepreneuriat? Est-ce que tu veux faire une boîte qui avance très rapidement et un jour tu la revends cher et t'es pas rentable pendant X temps? Est-ce que tu veux faire une boîte? Une question que vous êtes posée un peu sérieusement ou ça s'est fait naturellement? Parce que j'imagine qu'à cet âge-là, ça se fait aussi naturellement. Il y a un entre-deux. Les premières questions, c'était de se dire ok, qui est CEO, qui est CEO, Ouais. c'est quoi la répartition du capital, sur quoi toi t'es doué, sur quoi moi je suis doué, donc quelles vont être tes missions au quotidien, quelles vont être les miennes. Et après, au fur et à mesure, tu vois un peu la façon de travailler de la personne. Tu vois, Sylvain et moi, on bossait de 8h du matin à 2h du matin, du lundi au dimanche. On se rejoignait le week-end dans un café pour continuer de bosser. On a rapidement vu qu'on avait la même façon de travailler et la même envie. Et après, on découle le reste, mais on avait déjà les bases de dire, ok, on fit ensemble, on n'a pas les mêmes compétences. Alors certes, business tous les deux, mais lui, il était plutôt admin financier. Ouais. Moi, j'allais plutôt être partie commerciale. Donc voilà, on avait vraiment fait un bon split avec une bonne confiance en l'un et en l'autre. Et ça nous a permis vraiment d'aller vite sur notre projet. Et donc derrière, vous commencez à développer, vous avez de plus en plus de personnes. Ce que je te dis, c'est que moi, je trouve ça trop intéressant, cette expérience de post-études, créer une grosse boîte. Mais t'as pas d'exemple, tu vois, de management autre. Ça a été quoi un peu les loupés? Alors, l'histoire, elle finit extrêmement bien, donc j'imagine qu'il n'y a pas eu de loupés trop graves. Mais avec du recul, c'est quoi un peu les gros loupés? Ouais, t'as eu beaucoup de loupés, hein. T'en as eu beaucoup. Dans les loupés, t'as les CTO qu'on a changé à plusieurs reprises. Ouais. T'as notre premier stagiaire qui était CTO à la fois, qui a fait un abandon de poste. Ah ouais. Donc du jour au lendemain, il est plus venu au bureau. Donc heureusement qu'il nous avait fait recruter son coloc qui a pu venir et prendre les rênes parce qu'en fait on n'avait plus le code. Donc ça c'était complexe. Toi en plus qui est pas développeur, donc quand on part avec ton code, t'es vraiment pas bien, quoi. Ah non, on a eu peur. Ensuite il y a garder des gens trop longtemps dans la boîte alors que finalement les personnes n'avaient pas le niveau. Ouais. Recruter des personnes parce qu'on avait un besoin alors que c'était pas forcément les meilleurs, qu'on aurait dû attendre et plutôt avoir un trou dans la raquette plutôt que recruter des mauvaises personnes. On a mis du temps à créer nos valeurs, notre culture d'entreprise. On a mis 3 ans. Mais une fois qu'on l'a créé, c'est une culture forte. Et encore les gens aujourd'hui. Enfin, les valeurs. Dans les valeurs qu'on avait, on avait l'esprit d'équipe, on avait employee first, on avait l'ambition. Et en fait, ces valeurs-là permettaient d'avoir que des gens autour de la table qui étaient ambitieux, qui voulaient le même objectif. On avait une culture familiale, on a eu des couples qui se sont créés dans la boîte, des amitiés où les gens partaient en vacances ensemble, une culture de la transparence où les gens faisaient vraiment remonter leur feedback pour améliorer la boîte. On avait cette culture où on passait du temps ensemble et on apprenait à se connaître les uns et les autres, et qui était incroyable, tu vois. Et encore aujourd'hui, quand je discute avec les anciens salariés d'Ivancy, ils me disent que c'est la meilleure expérience qu'on ait connue. Et surtout, ce qui te fait gagner, c'est ton humain. C'est les personnes que tu vas recruter qui vont te permettre de gagner. Et en fait, les personnes vont être motivées par quoi? Par une vision, par une culture d'entreprise, par les valeurs. Mais en fait, si tu as un bon fit entre les salariés, s'ils prennent du plaisir dans leur mission, s'ils sont traités correctement, si ils sont excités par le projet et tu leur as pas menti à l'entretien d'embauche, il y a de fortes chances en fait que ton projet puisse avancer. Alors, ça veut pas dire que tu as 100% de chance, mais déjà, tu as des gens... tu te mets bien sur les rails. Et comment... donc tu disais, vous avez du mal à garder des gens trop longtemps? Au tout début. Hein. Ouais. Donc c'était beaucoup, quand tu parlais des erreurs, c'est beaucoup, les erreurs que tu retiens, c'est beaucoup du management, c'est beaucoup l'humain, gérer l'humain. Quasiment que l'humain. Tu vois d'autres choses un peu dans les loupés, tu vois, autre que l'humain justement, il y a d'autres aspects dans dans les trucs à pas louper où tu te dis putain ça. Ouais, quand ta boîte elle se développe, c'est super important de miser sur la connaissance de tes salariés, de les faire progresser en interne. Ouais. Parce que tu te rends compte que certaines personnes sont arrivées quand t'es 20 ou 25 dans la boîte, et à 100, elles ont plus de niveau. Et en fait, au lieu de les changer, tu peux, en amont, anticiper, leur mettre du coaching à disposition, pour les aider à grandir dans la boîte. Mais ça, on le faisait pas. Et ça, on le faisait sur les équipes eux-mêmes, avec des études de cas pour les commerciaux, pour les CSM ou autres.
Mais pour les managers, on n'hésitait pas vraiment à scale up leur niveau de compétence. Parce que toi, si ta boîte elle scale up, il faut que tes employés ils scale aussi, quoi. Exactement. Donc à refaire, je mettrais un budget alloué, en tout cas à la montée en compétence de mes salariés en interne. Ce que j'ai fait chez Zelic. Ok. C'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, il faut que. Finalement, tu n'as plus les mêmes besoins, toi, quand tu montes, mais c'est quand même mieux de garder les mêmes personnes, donc autant de les faire monter en même temps, quoi. Ben, potentiellement, tu vas avoir des changements quand même. Oui, certaines vont pas suivre le rythme. Certaines, en fait, elles sont plus en adéquation avec la boîte. T'as des gens que ça intéresse pas, hein, tu vois. Y a des gens qui préfèrent bosser dans des boîtes de 20 et qui aiment pas bosser dans des boîtes de 200. Et puis ça se comprend. Et je peux être d'accord avec eux. En fait, t'as des personnes, elles arrivent à un moment de vie de la boîte, et après, elles s'y retrouvent plus. Mais c'est pas grave. En fait, tant qu'on fait une aventure humaine ensemble, mais qu'on se quitte en bon terme, dans le sens où je me plais plus dans la boîte, je pars, faire. Y a pas de souci. Et tu vois, moi, j'en ai jamais voulu à mes salariés de partir de la boîte. Je préfère que tu partes et que tu sois heureux plutôt que tu restes chez moi et que tu sois pas heureux. Et si t'es pas heureux chez moi, tu vas moins performer. Je vais pas être content, toi non plus. Et finalement, ça va pas fonctionner. Donc, en fait, mieux vaut que tu te dises, ok, je pars. Moi, je t'aide à gérer ton départ correctement. Et ensuite, on se quitte en bon terme. Et tu sais pas, en fait, la vie est longue. Et potentiellement, la personne peut avoir besoin de toi, toi, tu peux avoir besoin d'elle. Ouais. Et donc, autant rester en bon terme. On en revient un peu à ce couple famille équipe de sport. En fait, c'est pas du tout dissociable parce que d'un côté, on se parle de performance à la fin. Tu vois, toi t'es quand même un chef d'entreprise, mais en même temps, tu peux pas créer de la performance sur long terme si t'as pas un minimum de lien humain. Et le lien humain, c'est le socle de ta performance. Il y a un point intéressant aussi. T'as beaucoup de boîtes très fortes au début de boîte, donc elles vont démarrer très rapidement. Et quand elles vont dépasser les 50 salariés, elles sont perdues, elles arrivent plus. Ouais, t'as une sorte de mur. T'as un mur. Parce qu'en fait, tu dois réorganiser ta boîte. Tout est différent. Tes process sont différents. Tes besoins sont différents. Les objectifs, tout est différent. Comment vous avez géré ça chez vous? Bah, ça a été hyper dur. Moi, je me suis fait coacher. Ok. Ah ouais. Par quoi? Par des entrepreneurs? Ouais. Ok. Par des entrepreneurs qui m'ont aidé à mettre une nouvelle structure en place, des nouveaux meetings. Comment c'est venu ce coaching? T'as identifié le besoin ou tu t'es dit putain là les gars j'y arrive plus, faut que. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je mets trop de temps à comprendre certains sujets. Okay. Et d'autres personnes meilleures que moi, qui ont une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, pourront m'aider beaucoup plus facilement. Parce que ces personnes-là sont passées par les mêmes étapes. Donc, au lieu que moi je prenne 6 mois, ben là, en 2 heures, en fait, je vais comprendre la problématique. Et quand tu t'es auto-scale, quoi. Ouais, ouais, en fait, ce que je me suis dit, c'est que si je demande à mes salariés de monter en compétences, moi-même je dois monter en compétences. Ah, non, mais je peux pas leur demander d'évoluer si moi-même j'évolue pas. C'est une belle preuve d'humilité, je trouve. Et donc j'ai pris plusieurs coachs et je changeais de coach en fonction des thématiques et des besoins. Et il y en a un qui m'a accompagné pendant 2 ans jusqu'à mon exit. Okay. Et ça a été incroyable. Et à refaire, j'aurais pris des coachs plus tôt. Après, t'as une question de budget, est-ce que t'as le budget ou pas? Mais c'était des coachs sur, c'est des coachs personnels ou c'est des coachs de boîte? Non, de boîte. Ok. Donc en gros, c'est un conseiller en stratégie qui t'explique un peu comment faire la gestion, enfin et sur j'imagine sur des problématiques hyper variées en fonction de tes besoins, quoi. C'est ça. Je vais faire un ordre du jour et je vais dire à ces personnes-là, ok, moi j'ai une question sur mon organigramme. Il faut que je le change. Là, on va recruter 10 personnes. Qu'est-ce que je fais? Ok, là j'ai une problématique de cash, de burn. Quelle est la meilleure option? Ok, là je veux lancer l'international. Est-ce que tu as pu passer par là? Quelles sont tes idées? Tu restes maître à bord de ta boîte et tu prends tes propres décisions. Mais tu vas avoir un benchmark de cette personne-là qui connaît potentiellement d'autres personnes ou d'autres aventures. Et elle va te donner un panel d'informations et après à toi de faire les bons choix. Ouais, c'est l'option appel à un ami de l'entrepreneuriat, quoi. Exactement. Et ça change la donne. Ouais, j'imagine. Non, mais je trouve ça hyper intelligent et assez humble de faire ça parce qu'en fait, tu pourras avoir des mecs qui vont un peu se renfermer sur eux-mêmes et puis se mettre une dose de stress aussi parce que finalement c'est hyper bien d'avoir ce conseil extérieur. C'est ok, hyper intéressant. Et tout ça, du coup, ça vous permet d'avancer, de continuer à progresser jusqu'à il y a quoi 2 ans où finalement vous décidez de vendre la boîte. C'est ça. Comment c'est arrivé? C'était le bon moment? C'était l'opportunité? On arrive à un moment où on est une centaine, on se développe très bien, on rajoute environ 15 000 euros d'MRR par mois en traction. Et donc là, on se pose la question de c'est quoi les next steps. En 2020, on rachète une boîte. La boîte s'appelait Lucette, TF1 avait investi dedans.
On était sur le beauté test, donc nous on était sur les influenceurs et là on rentrait vraiment sur les avis conso. Et ça a super bien fonctionné. On a pu faire du cross-sell, donc c'est-à-dire qu'on a pu faire grandir nos clients existants sur les autres features qu'on avait pu signer. On se développe bien et en 2021 on se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Donc là on se dit ok, on va faire une nouvelle levée de fonds. Donc, on a levé 6,5 millions entre le dilutif et le non dilutif en fonction de toutes les aides qu'on avait eues. Et donc on lance un roadshow. Un roadshow, donc c'est d'aller voir des investisseurs pour réussir à récolter de l'argent. Et au bout de quelques semaines, on reçoit une proposition de rachat de la boîte. Et avec Sylvain, on se dit, l'influence. C'est rapide dans quelques semaines. Ouais, c'était très rapide. Ouais, c'était très rapide. Et on a une forte croissance. Hein. Et en fait, nous, on se dit avec Sylvain, on n'est pas passionné de l'influence marketing. Donc en fait, c'est pas une boîte de cœur par rapport au secteur d'activité. Certes, on aime bien nos salariés, on aime bien nos projets, mais le secteur d'activité, on pourrait le changer, ça nous dérange pas. Tu parlais de conditions sociales, etc. Tu penses quoi de Bernard Tapie? Je connais pas vraiment sa vie. Je le connais d'un point de vue entrepreneur, ce qu'il a fait, il a fait des super beaux coups. Il a réussi à se renouveler. J'ai commencé à regarder la série Netflix. Ouais, tu me disais un peu en off. En fait, je te pose la question parce que du coup là, à ce moment-là, tu fais un super exit. Ouais. Tu réussis. Je sais pas si toi tu l'as vu comme ça. Bon, t'as une réussite économique en tout cas. C'est subjectif la réussite. Ouais, mais voilà, c'est ça, on peut dire que c'est Quand tu viens de Forbach et voilà que tu revends une boîte, en tout cas, une certaine mesure, tu as réussi. Je te pose la question parce que Bernard Tapie, ça fait partie des quelques exemples de réussite économique de personnes qui viennent de milieux modestes, autres que le sport ou l'art. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur Bernard Tapie, je suis pas là pour faire son éloge, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, derrière, il y a un peu un désert de modèles de réussite et je trouve que c'est finalement cool d'avoir des modèles comme ça qui viennent de ce genre de milieu. Ouais. Mais c'est plus dur. Quand tu démarres sans réseau, quand ta famille n'a jamais entrepris, quand ta famille n'a jamais fait de grandes études, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Est-ce que tu avais des modèles comme ça? Dans l'entrepreneuriat? Ouais. Zéro. Ouais, c'est fou quand même. Non, zéro. Moi, le seul but que j'avais, c'était faire de l'argent. Ouais. Donc je me posais la question, comment réussir à faire de l'argent? Et la seule chose dans laquelle j'étais convaincu, c'est que pour en faire, je devais travailler beaucoup. Ouais. Voilà, potentiellement plus que les autres. En fait, moi, alors il y a un sportif que j'adore. C'est alors pas par rapport à ses performances au foot, mais par rapport à sa façon de travailler. C'est Cristiano Ronaldo. C'est incroyable en termes d'effort. Et en fait, moi, si tu veux, l'entrepreneuriat pour moi c'est la même chose. Tu te lèves avant les autres, tu finis après les autres. Et en fait, dans la durée, si t'es pas trop con, au bout d'un moment, tu peux réussir à faire quelque chose qui tourne. Alors, peut-être pas une licorne, mais tu peux commencer à faire de l'argent, à vivre de ton projet, et c'est faisable. Et ma vision, c'est de me dire, ok, je vais travailler plus que les autres. Moi, je suis pas le plus intelligent. Je me considère comme quelqu'un de malin. Je suis très malin. Et je me dis, mais en fait, en étant malin et en travaillant beaucoup, je vais réussir à m'en sortir. Tu bosses, et tôt ou tard, tu vas réussir à faire quelque chose de bien. Et après, je suis aussi persuadé de quelque chose d'autre. C'est, comme je suis pas le meilleur, et je le serai jamais comme je pense que c'est très difficile d'être le meilleur, en fait, je m'entoure des gens très bons par vertical, et moi, mon rôle, c'est de les recruter, et ils tiennent pas la route, c'est de les changer. C'est mon rôle à moi, en fait. Donc, moi, je cherche des personnes meilleures que moi pour être autour de la table, donner leur avis. Moi, je vais trancher après, si besoin, et sinon, je les laisse faire ce qu'ils doivent faire le mieux. Mais voilà, mon rôle, c'est de créer, en fait, une culture forte d'entreprise, avoir une vision à leur donner pour qu'ils aient envie de bosser pour la boîte, essayer de les amener à cette success story-là qu'on va rechercher, pourquoi ils m'ont rejoint, et d'avoir des gens très très bons pour faire quelque chose que je ne sais pas faire. Et du coup, tu considères que c'est quoi, toi, ton edge, ton super pouvoir Je pense que c'est un peu la vision. Ouais, vas-y, attends, je te laisse. Ouais, je suis très bon sales. Donc, c'est-à-dire quand je dois vendre, je vais réussir à vendre. Et ça sent. Coûte que coûte. T'as un truc. J'adore. La deuxième des choses, je sais recruter. Et ce qui est bien, c'est quand je recrute, les gens, généralement, en fait, je garde un lien avec eux. Ouais. Et si je dois les recruter à nouveau, ils vont être d'accord parce qu'ils ont vécu une bonne expérience avec moi. Et comme je suis très transparent, mais en fait, avec moi, il n'y a pas de non-dit. T'es bon, je te le dis. T'es mauvais, je te le dis. Tu dois faire mieux, je te le dis. Et en fait, je suis transparent. Et donc, ça permet de créer une vraie relation saine et humaine parce que je te cache pas les choses. Et donc, on va garder une relation dans le temps. Voilà. C'est assez commun. C'est assez dans le même giron, le sales et le recrutement. En fait, c'est convaincre des gens, trouver les bonnes personnes. Donc toi, t'as un peu ce truc-là d'avoir cette aisance sociale, en fait. Ok. tu revends ta boîte, tu la revends bien.
Ouais, plusieurs dizaines de millions. Ok, c'est incroyable. Est-ce que à ce moment-là, tu deviens ce qu'on appelle un transclasse? C'est quoi transclasse? Transclasse, c'est des gens qui montent d'une classe à l'autre. Ok. Je connaissais pas, tu vois. Ouais, c'est un phénomène social. Hein. Ok. T'as des chercheurs qui ont écrit là-dessus et qui étudient en fait en France à quel point c'est facile ou pas facile de changer de classe. Apparemment, c'est un peu moins facile qu'avant. Ok. Donc voilà, bah bravo. Merci. Dans ma tête, je suis toujours la même classe, mais. Justement, c'est peut-être un peu plus personnel, mais je trouve ça intéressant quand même. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que c'est un truc auquel tu as été impacté? Un truc où tu pars, Ouais. ou, tu vois? Ouais, c'est une bonne question. Alors, premièrement, comme j'ai travaillé sur mon deal de vente de la boîte, ça a pris 9 mois, tu te prépares un peu psychologiquement. À dire, bah, si ça se fait, je vais faire un exit, je vais avoir beaucoup d'argent. C'est quoi la suite logique? Qu'est-ce que je vais en faire? Où je vais investir? Et la chance que j'ai, c'est, avec mes 6 années chez Ivancy, j'ai pu développer mon réseau. J'avais des super bons business angels et il y en a beaucoup qui m'ont aiguillé dans mon développement personnel. Okay. Et donc, quand j'ai fait l'exit, j'ai pu leur poser la question, bah, qu'est-ce qui fera ma place? Qu'est-ce que eux, ils ont fait à l'époque? Qu'est-ce qu'ils me recommandent de faire pour éviter des erreurs? Mais quand tu gagnes beaucoup d'argent du jour au lendemain, t'as peur. En tout cas, moi, j'avais peur de le perdre. Donc, je me suis dit, bon, t'avais peur de quoi? De le perdre. Ok. C'est, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais bien investir? Donc, j'avais un peu peur. Après, comme on était deux avec Sylvain, on pouvait se challenger, faire la même chose. Donc, on faisait tout ensemble. Donc, en fait, je me sentais pas seul. J'avais toujours mon binôme avec moi, on se posait des bonnes questions. J'ai ma conjointe, ma femme, avec laquelle j'ai discuté et je lui disais, donc elle me donnait son avis aussi, aussi à elle. Et en fait, moi, je suis resté terre à terre. C'est-à-dire que oui, j'ai de l'argent, mais j'ai les mêmes amis. Ouais. Je fais la même chose. Certes, si j'ai envie de m'acheter quelque chose, j'ai pas besoin de réfléchir. Je peux me l'acheter, mais j'ai pas forcément changé. Ouais. Je reste le même. Certes, oui, j'ai de l'argent, mais pourquoi je devrais changer? Ouais, c'est intéressant. Et tu vois, sur un autre sujet par rapport à la revente, on parlait avec Louis Debouzy qui lui, il a revendu une entreprise là il y a un peu plus d'un an. C'est quoi le nom de la boîte? Amabilis. Okay. Amabilis, système d'aide à la personne. Et lui, il nous parlait d'un truc intéressant. Il disait, en fait, j'ai tellement tout mis dans ma boîte pendant X années. En fait, quand j'ai réussi à la vendre, j'en suis sorti. J'étais à la fois hyper content, mais après, j'ai une sorte de vide. Parce qu'en fait, je m'étais tellement défini sur cette boîte. Et il en parlait parce qu'il me dit, mais j'ai voulu me renseigner sur le sujet. Aucun entrepreneur en parle. Tu vois, on parle jamais de ça. T'en as pas beaucoup. Toi, tu l'as vécu comment? Comme lui. Donc c'est un truc sérieux, quoi. C'est vraiment réel, ça. Bah, imagine, tu bosses pendant 6 ans, 7 ans, ça dépend des boîtes, comme un acharné. Bah ouais. Où tu fais que ça, tu sors pas le soir. Tes amis, t'as pas le temps, tu peux pas passer beaucoup de temps avec eux, ta famille non plus. T'arrives à un moment où en fait t'as plus rien à faire. Et comment t'occupes ta journée? Et tu vois, moi ce que j'ai fait, j'ai joué au Warhammer. Je sais pas si tu connais, mais c'est stratégique. Ça c'est référence à l'ancienne, les Warhammer. Ouais, je me suis mis au BD, donc j'ai lu énormément de BD. J'ai fait des vies ma vie avec des personnes pour apprendre leur secteur d'activité. C'est marrant ça. J'allais me poser au bord de la Seine pour bouquiner. Je cherchais, j'étais voir une nutritionniste pour perdre du poids. Je suis allé faire du paddle, du golf. En fait, j'ai essayé de me mettre à des nouvelles activités. De remplir aussi un peu ce vide, ce nouveau vide. Je devais remplir mon agenda. Ouais. Parce que rester à la maison, regarder Netflix, je l'ai fait un petit peu, mais au bout d'un moment, t'en as marre. Ouais. Et donc, t'arrives à un moment où tu te dis, mais comment j'occupe ma journée? Et l'autre point aussi, c'est que tu dis, j'ai 30 ans, j'ai beaucoup d'argent, mais c'est quoi mon coup d'après? Ok. Et je me suis dit, 30 ans, qu'est-ce que je vais faire? Ouais. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible que j'arrête l'entrepreneuriat à 30 ans. Ouais. Il faut que je me relance dans un nouveau projet. Et j'ai commencé à réfléchir, mais quel projet m'excite? Qu'est-ce qui me donne envie de me relancer? Et là, j'ai acheté un tableau d'étudiant que j'ai mis à la maison où je mettais toutes mes idées. Les tableaux Velleda, là? Ouais. Enfin, non, justement, les tableaux blancs où les tableaux blancs, ouais. Ouais, je vois. Et je suis arrivé à l'idée de Zelic. Donc, c'est une idée, moi, je suis passionné de sales, on en a parlé. Ouais. Il faut que je monte une boîte pour les commerciaux. Et j'ai regardé ce qui se passait sur le marché américain. J'ai trouvé des très belles boîtes. C'est un peu ta méthodologie de base, ça. Tu t'inspires beaucoup aux États-Unis. Et après, tu essaies de refaire ça ici en général. Ouais. Ça, c'est un truc qui se faisait énormément il y a 10 ans, mais parce qu'en fait, il y avait vraiment une longueur d'avance. Aujourd'hui, je sais pas si c'est plus le cas, je pense encore, mais est-ce que tu penses que c'est aussi le cas qu'avant? Parce que maintenant, on est un peu plus connecté. Tu penses qu'il y a toujours des années un peu d'avance aux États-Unis? Je pense qu'ils ont encore 3-5 ans d'avance. Hein. Ouais. Ok. Et le temps qu'ils arrivent en Europe, ils mettent du temps. Donc, tu as le temps de te développer. Ouais. Mais
Là, j'ai regardé, j'ai trouvé quelques boîtes, Apollo.io, Salesloft, Outreach. Là, je me suis dit, mais il faut que je rentre sur ce space-là. Pourquoi? Parce que toutes les boîtes B2B, en fait, on est commerciaux. Et aujourd'hui, le métier de commercial est un métier hyper difficile. Tu perds 60% de ton temps à faire de l'administratif. Ouais. Moi, je veux devenir le copilote de ces commerciaux-là. Donc, on a lancé Zelic. Et en janvier 2023, on a fait une levée de 5 millions d'euros en 2 semaines. Donc, ça allait hyper vite. Et j'ai lancé avec mes 2 cofondateurs, Guillaume, qui était mon directeur financier de ma boîte d'avant, et Victor, qui était CTO et cofondateur d'une boîte, elle s'appelait Pumpkin, je sais pas si vous connaissez. Je connais très bien, j'ai un copain du basket, Qui a bossé chez du basket, Pumpkin. ouais, qui a été un des fondateurs au début, mais qui est parti très vite. Ah ouais? Thomas Ruet, Ouais. qui a fondé, qui est un ancien de l'EDEC, du coup, D'accord. et du coup, qui doit sûrement connaître. Et donc, Victor, il m'a rejoint en tant que CTO. Ok. Et là, on est une trentaine. On a mis notre produit en commercialisation depuis 1 mois. Et ça cartonne, là. J'ai C'est vu sur c'est Product incroyable. Hunt, ça a hyper bien marché. Product of the Day. Ouais. On a gagné. C'est incroyable. Ouais, donc tu lèves en 2 semaines, c'est hallucinant, mais parce que tu as un track record aujourd'hui qui fait rêver les investisseurs, j'imagine. Ouais, c'était plus facile. Et alors aujourd'hui, vous en êtes tous, ça avance comme tu veux? Ouais, c'est incroyable. On a mis le produit en vente il y a un peu plus d'1 mois. On fait déjà du chiffre d'affaires. Ok. On a une belle croissance comme on les aime. On commence à discuter un peu de la suite. C'est quoi les next steps? Vous êtes combien pour l'instant? Une trentaine. Vous êtes déjà une trentaine? Ouais. C'était il y a combien de temps Janvier. Ouais, donc ça fait 1 an, d'accord, ok. Ouais, ça Donc, fait bien ça fait bientôt 1 an. Ouais, ok. Et on a signé nos premiers deals hors France. Là, on a signé un deal aux États-Unis. Ok. Non, c'est incroyable. L'aventure est folle. En fait, nous, on aide les commerciaux de quelle façon? On leur permet de trouver des leads, on permet de les enrichir et après, on permet de prospecter sur du multicanal. Donc, toi, en tant que commercial, t'as même plus besoin de te poser la question où j'obtiens le numéro de téléphone, où j'obtiens l'email, comment je prospecte cette personne-là, comment je fais un appel de qualité pour avoir des informations. On a tout fait en une seule et même plateforme. Donc, franchement, on a un produit de malade. Chez nous. Ouais, et on recrute, donc il va falloir nous rejoindre. Mais on veut être leader mondial. En fait, si je me suis relancé, c'est parce que je veux être leader mondial de mon secteur d'activité. Je veux révolutionner ce secteur. C'est quoi tes objectifs là sur les 5 prochaines années avec Zelic? On vise le 1 milliard de ballots. Ok. On vise de dépasser les 100 millions d'euros d'ARR. On vise aussi un développement international avec les US comme pays premier. Et de continuer de kiffer l'aventure parce que là l'aventure elle est incroyable, l'ambiance elle est super bonne. T'es parti avec, tu l'as dit mais je l'ai plus en tête, avec un de tes anciens associés ou là c'est tu repars avec des nouvelles T'es pas un personnes? associé? Ouais, Ok. en fait si. Avec ton ancien. T'en as 2. T'as Guillaume qui était CFO, donc directeur financier de ma boîte d'avant, mais il Ouais. n'était pas associé. Et t'as Victor qui n'était pas opérationnel, mais qui était investisseur. Ok. Donc il était associé via l'investissement qu'il a mis dans Ivancy. Donc tous les trois on démarre ensemble. Moi je les connaissais. Ouais, d'accord. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un centaure? Une boîte qui fait 100 millions de chiffre d'affaires. C'est un peu la nouvelle mode de l'investissement en ce moment, j'ai l'impression. On parle plus de licorne. Donc, la licorne avant, c'était une boîte qui levait beaucoup. Et maintenant, les investisseurs, ils cherchent des centaures. Des gens Ouais. qui font beaucoup de Le chiffre recurring d'affaires. revenus. Ok. Exactement, c'est ça. Et si on arrive à faire les deux, c'est encore mieux. Tu m'étonnes. Il y a pas mal de. Il y a une sorte de tendance là où j'ai l'impression que avec les moyens qu'on a techniques sur le no-code, sur l'IA, etc., Ouais. il y a de plus en plus de SaaS. Moi, honnêtement, je vois des SaaS dans tous les sens. C'est quoi ta vision du SaaS pour l'avenir avec tous ces SaaS qui se démultiplient? Ouais. On voit beaucoup de ça sur l'IA, donc se développer. Après, je vois pas beaucoup de nouveautés. C'est-à-dire que quand je vois des projets en tant que business angel, parce que je fais des investissements à titre perso, généralement il y a du vu et du revu. Donc comment ça va évoluer? Je pense que tu auras une transformation des produits d'ici 3 ans. Le temps que l'IA continue de se développer, le temps que les personnes utilisent différemment les produits. Il y a une révolution en termes de CRM. Je pense qu'on n'utilisera plus les CRM de la même façon. Ouais, moi, je vois une transformation dans 3 à 5 ans de l'actuel. Mais aujourd'hui, je vois rarement des nouveaux projets que j'ai jamais vus. Ouais. C'est beaucoup de redites. Faudra qu'on te présente ce qu'on fait nous. Ah, avec plaisir. Très chaud. Bon, est-ce que t'as bien mangé? Super, c'était très bon. C'est sympa, hein. Ouais, et j'adore le quartier parce que ce que je te disais, ça fait longtemps que j'habite à Paris, mais je connaissais pas le quartier. On te réinvitera dans d'autres endroits, d'autres restos du quartier, parce que t'as plein de super adresses. Je suis preneur, ouais. Tu disais que toi, t'es un food bouffe. C'est quoi ton plat préféré? C'est un plat kabyle, c'est des boules de semoule avec une sauce qui ressemble au couscous. Ah, je connais ce truc-là. Tu connais? Ouais. C'est incroyable. Mon meilleur pote du lycée, il venait de Longwy. C'était un Kabyle. Donc voilà, ça me rappelle. Incroyable. Ouais. T'as de la menthe dans ta boule de semoule. Ouais. Ah, c'est extraordinaire.
est-ce que, pour finir, est-ce que t'as un restaurant à nous recommander? Ça peut être pour un business meeting, ça peut être pour kiffer. Alors, il y a 2 restos que je pourrais conseiller. Il y en a un dans le 11e arrondissement, donc c'est un petit resto de quartier. Il n'y a pas beaucoup de tables, tu vois, c'est encore plus petit qu'ici. Ok. Et tu manges super bien, c'est de l'acolyte de l'insolite. L'acolyte de l'insolite? Ouais, l'acolyte de l'insolite. Ok. Qui est rue Folie-Méricourt. Ah ouais, ok. Et j'adore parce qu'en fait, tu vois le chef faire à manger devant toi, c'est comme si c'était le barman. Ouais. Et, génial je trouve ça trop Intimiste sympa. et tout. Avec à la carte 2 repas, 2 ou 3. Les petites cartes. Bah, tu vois, ici, c'est pareil, ils ont 5 plats. Exactement, voilà, c'est similaire, extraordinaire. Ok. Et après, il y a Sardegna à Tavola. Ok. Donc, c'est un resto sarde. Quand t'aimes bien manger italien, extraordinaire. Donc, c'est aussi convivial. C'est un petit restaurant. Je trouve ça trop sympa. T'es d'où, toi, en Italie? J'ai vu, t'as un nom ouais, italien. de Naples. C'est vrai? Ah, mon cœur est à Naples. Hein. C'est vrai, que t'es de Naples. Incroyable. Trop cool. Ok, bah, on note celui-ci. Ouais. Dernière question. Si tu devais nous recommander quelqu'un à inviter à table, tu nous recommanderais qui? Danil, il a une agence, elle s'appelle Your Comics. Ok. Et il a racheté un SaaS récemment. Il s'appelle Danim. Et il a une bonne expérience à partager. Ok. Parce qu'il est passé de l'agence au SaaS. Il a fait une acquisition en fonds propres, sans levée de fonds. Son SaaS, il a une accélération de malade. Famille d'entrepreneurs, profil très smart. Ouais. Trop bien. Tu peux faire l'intro. Carrément, avec plaisir. Mec, c'était trop cool de t'avoir à table. Merci beaucoup. Avec plaisir. Plaisir partagé.